Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire en partenariat avec Indeed pour ce début d'après-midi. Alors, on va passer, on est un peu plus de 150 et je vous remercie d'être fidèles à nos rendez-vous. Et on va passer 1 heure ensemble pour partager sur un sujet stratégique pour les RH, a fortiori pour les recruteurs, puisqu'on va parler du recrutement, mais pas du recrutement dans l'absolu. On va parler du processus parce que c'est aussi un processus avec des étapes, on le verra. C'est un processus qui vit aussi et qui se confronte à l'actualité, évidemment aux conséquences de la crise sanitaire. Puis on verra avec Thibaut Maire qui va nous accompagner, ce qui s'est passé, ce que les acteurs aussi et nos amis d'Indeed constatent dans l'évolution des comportements sur le marché. Alors Thibaut Maire, vous êtes un connaisseur du marché du travail et de ses processus de recrutement. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez passé une bonne dizaine d'années de votre vie professionnelle dans le e-commerce, chez eBay notamment, et vous avez œuvré chez LinkedIn, et vous faites un parallèle, on va en parler, entre finalement le marché du recrutement et la situation de consommateur que peut être ou la situation du candidat qui est finalement pas très éloignée, on verra, de celui du consommateur. Et puis, vous avez rejoint Indeed en février 2020. Alors, votre fonction, vous êtes évangéliste, comme on dit chez vous, sur le marché français. Vous contribuez aussi à faire changer les pratiques, à faire prendre conscience des changements qui sont en cours d'opération. C'est ça, Thibaut ? Absolument, merci beaucoup Fabien, bienvenue à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Très bon résumé, j'ai pas grand chose à rajouter, je suis ravi de pouvoir vous présenter un petit peu de contenu aujourd'hui. Eh bien, ravi, nous le sommes aussi. Comme d'habitude, si vous êtes habitués de nos webinaires, évidemment, ils seront disponibles en replay. Vous avez aussi, et on compte sur vous pour poser des questions. Nous sommes à votre disposition. Alors, on verra selon la nature des questions. On va sanctuariser au moins 5-10 minutes à la fin, bien sûr, pour répondre aux dernières, mais on ne s'interdit pas d'y répondre au fil de l'eau de notre parcours. Voilà. Donc, on l'a dit, la caractéristique, et on va le voir, c'est cette espèce de parallèle entre finalement le candidat qui est aussi acheteur d'une promesse, d'un parcours de développement. Et puis, c'est aussi une dimension qu'il faut intégrer quand on est entreprise, quand on se positionne sur le marché du recrutement. Qu'est-ce que vous voulez dire d'ailleurs, Thibaut ? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette espèce d'analogie parallèle entre le consommateur et le candidat ? Alors déjà, il y a les supports, bien entendu. Alors, juste pour replacer un tout petit peu et vraiment hyper rapide. Ah, Thibaut ? Ouais, je vous entends. Thibaut, je vous entends mal. Donc, c'est ça qu'on a. Est-ce qu'on m'entend ? Ouais, on a un petit problème de connexion avec Thibaut qui ne va. Mon cher Thibaut. Une seconde. Voilà, on était en train de parler de l'analogie. On n'a plus votre image, cher Thibaut. Je vous laisse nous retrouver. Et une petite seconde, je reviens. Ouais, je compte. Ah, voilà. Voilà, je suis revenu. Je pense que désolé. Je suis là. Merci beaucoup. Désolé. Je disais donc je voulais juste replacer un tout petit peu Indeed avant de se lancer dans le sujet. Indeed, c'est effectivement c'est une plateforme d'emploi et notamment un moteur de recherche dédié à l'emploi, mais pas uniquement. On va le voir notamment aujourd'hui. Et on est aussi du coup un observateur assez privilégié du marché. Et pour répondre à votre question, Fabien, quel est le parallèle ? Pourquoi on peut faire ce parallèle ? Quitte à peut-être présenter des évidences, mais la première chose, c'est évidemment l'accès aux supports, l'accès aux outils, et donc tout simplement l'accès à Internet. Et pour aller un tout petit peu plus dans le détail, c'est ce qu'on a tous dans la poche, c'est le smartphone, qui fait que c'est devenu extrêmement facile de consommer du contenu, qu'il soit du contenu sur les réseaux sociaux, du contenu des biens ou des services, tout ce qui est en relation avec des biens et des services, et bien sûr de l'emploi. Est-ce que cette analogie qu'il faut faire et qu'il faut avoir à l'esprit, est-ce qu'elle vous semble bien appréhendée par les recruteurs ? Alors pas toujours. Je pense que comme beaucoup de professions, on fait certains a priori et on oublie de voir que le monde a peut-être changé. Alors
évidemment, la période qu'on traverse a fortement accéléré la transformation et elle est devenue beaucoup plus visible pour beaucoup d'entre nous et beaucoup de professionnels du recrutement, mais ce n'est pas toujours perçu tel quel. Donc, parfois, quand on montre des données, notamment de consultation d'offres d'emploi depuis des terminaux mobiles, par exemple, parfois on a quelques surprises chez les recruteurs et chez les équipes de recrutement. Et donc, c'est pas toujours effectivement toujours bien appréhendé. Et puis aussi ce parallèle vers le constat que le candidat, le chercheur d'emploi, ça n'est finalement qu'un consommateur, c'est un internaute, et donc il a des comportements d'internaute qu'on pourrait retrouver sur d'autres supports. Ça, pareil, c'est pas toujours forcément admis. Alors parfois, il y a déjà une forme d'acceptation, c'est-à-dire on voudrait pas que le candidat soit un consommateur. La réalité, c'est que c'est le cas, donc il faut faire avec, tout simplement. Alors, les outils ont aussi une incidence sur le processus de recrutement et c'est ce qu'on va voir en partie. Est-ce que d'ailleurs les outils à terme ne risquent pas de déshumaniser un peu l'entrée en relation qui est quand même un moment privilégié de début de l'histoire entre un futur collaborateur, un candidat et l'entreprise? Alors, effectivement, c'est effectivement le risque et c'est nous, on est très attentifs à ça chez Indeed. Effectivement, le risque d'avoir plein d'outils, plein de solutions automatisées, c'est de potentiellement déshumaniser le processus de recrutement. Mais on le verra après. La réalité, c'est qu'on peut tout à fait automatiser une certaine partie des tâches, c'est-à-dire avoir des outils qui font le travail, les tâches les plus répétitives et pas celles qui ont le plus de valeur ajoutée, qu'elles soient faites automatiquement, pour au contraire remettre le candidat et donc l'humain au cœur du processus de recrutement, notamment en passant plus de temps à un moment qui est clé dans le recrutement, qui est celui de l'étape de l'entretien d'embauche. Et on se rend compte que c'est pas forcément, il y a beaucoup de temps évidemment qui est dédié à cette partie-là, mais il y a beaucoup d'autres temps qui est consacré à plein d'autres tâches. Et ce temps, on pourrait potentiellement le mettre de côté pour pouvoir le remettre dans cette partie qui est plus humaine, comme vous le disiez Fabien, au sujet de l'entretien d'embauche. Alors Thibaut, je propose qu'on regarde, parce que vous le disiez, à quel point on était dans une situation toute particulière. Finalement, ce qu'on vit aujourd'hui sur le marché du recrutement, vous avez de la donnée, et je propose qu'on commence par ce constat. Absolument. Vous le voulez bien. Absolument. Donc, sans être, c'est malheureusement pas très très gai le titre de ce que je vous présente, mais la réalité c'est qu'il y a la pandémie, la situation actuelle crée de nombreux problèmes d'instabilité économique au niveau mondial. On le perçoit en France, des problèmes qui étaient déjà existants, le problème de l'inadéquation entre l'offre et la demande, donc le chômage élevé, des potentielles récessions. On a connu d'autres crises économiques assez différentes, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a toujours la menace du Covid et de ce que ça peut engendrer en termes de restrictions, etc., qui ont bouleversé tous les plans de recrutement. Donc, plein d'entreprises qui avaient de forts objectifs de croissance et de recrutement ont dû revoir leur plan. Évidemment, une partie, il y a un gros effet de rattrapage en ce moment dans les secteurs les plus touchés. Il y a aussi, on l'a vu au cours des 15 ou 16 derniers mois, mais c'est évidemment des sujets qui avaient commencé bien avant, des questions des mouvements de société, donc des questions sociétales qui se sont invitées dans à peu près toutes les sphères de la société, y compris le monde de l'entreprise. Donc, il y avait toutes les problématiques et les solutions autour de la diversité, de l'inclusion et de l'appartenance dans le monde de l'entreprise. Et puis, peut-être la partie la plus visible, qui n'est pas une révolution, mais ça semble l'être pour beaucoup, mais c'est la révolution du télétravail et du recrutement à distance. Et beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont fait des recrutements à distance au cours des 16 derniers mois, continuent à le faire, et au-delà simplement des recrutements à distance, font des onboarding, donc l'intégration de nouveaux collaborateurs à distance, et parfois ça continue. On est encore pour beaucoup d'entre nous, pas mal chez nous. Et ça a bouleversé aussi les préjugés que pouvaient avoir certaines entreprises qui tout simplement ne pensaient pas que le télétravail était possible.
Ouais. Alors, ce qui va être intéressant qu'on va voir ensemble, c'est finalement, est-ce que ceci est une réponse à la situation extraordinaire de crise que nous vivons? Est-ce qu'il n'y a pas derrière, on va le voir, des transformations plus durables ou plus structurelles sur le marché? D'ailleurs, peut-être à un premier point, quelles conséquences sur le marché du travail, finalement, de la situation que vous venez de décrire? Alors la conséquence, elle est assez claire. C'est-à-dire qu'on a interrogé les candidats et les chercheurs d'emploi et les employeurs, les deux de manière assez évidente, mais c'est bien de le chiffrer, de le poser, nous disent qu'ils pensent, ils estiment que le monde du travail, et donc en partie le monde du recrutement, a changé, doit changer de manière assez durable. Et c'est vraiment valable des deux côtés, que ce soit les organisations, les méthodes, les lieux de travail, on vient d'en parler. Des deux côtés, on perçoit que de lourds changements, de changements assez profonds ont été opérés et vont perdurer ou ont été amorcés et vont continuer après la période qu'on est en train de traverser ou qu'on a peut-être déjà traversé en partie. Et c'est l'objet de notre webinaire, si on veut regarder ce que sont les changements en cours, envisageables, les outils qui vont bouleverser un peu le marché du recrutement, c'est peut-être intéressant dans un premier temps qu'on regarde ensemble finalement quelle est la situation aujourd'hui. Et vous me disiez, lorsque nous préparions ce webinaire, cher Thibaut, que finalement, à ce jour, il n'y avait pas de bouleversement dans finalement les stratégies, les process mis en œuvre dans les entreprises pour le recrutement. Absolument. En fait, on s'aperçoit si on prend, c'est vu un petit peu de la fenêtre d'Indeed, mais c'est valable sur d'autres supports, d'autres façons de faire. Mais en gros, une recherche d'emploi et donc de l'autre côté un recrutement, ça ressemble très schématiquement. Encore une fois, ça ressemblerait à ça, c'est-à-dire qu'on effectue une recherche, on devrait dire des recherches, bien sûr. On clique, donc on consulte du contenu, des offres d'emploi, mais pas uniquement. Ça peut être aussi, on le verra après, plein d'autres contenus relatifs à l'emploi. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que ne serait-ce qu'il y a 10 ou 12 ans. Et puis ensuite, éventuellement, on postule, on pose sa candidature. Et éventuellement, on est retenu pour un ou plusieurs entretiens. Et puis après ça, on est potentiellement recruté. Je précise qu'évidemment, le parcours du candidat, il ne s'arrête pas au recrutement. Il continue après. Il y a toute l'intégration des collaborateurs, sa formation continue, etc. Ça continue. C'est évidemment quelque chose qui continue. Et c'est vrai que finalement, depuis l'apparition, y compris de solutions comme Indeed, en fait, le marché n'a pas tellement changé. Ça ressemble à ça depuis un certain temps. Et même depuis l'année passée, finalement, pas grand-chose à changer. On est à peu près dans la même situation. On publie des offres, on publie du contenu pour attirer, convaincre de futurs collaborateurs. Et ça se passe à peu près comme ça. Alors, je dis à peu près parce que, évidemment, la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, il est un peu angélique, votre parcours. Vous comprenez bien les étapes. Finalement, il est plus subtil que ça. Absolument. J'ai utilisé le mot schématique, mais c'est vrai que c'est angélique. J'imagine que n'importe quel candidat serait super heureux de voir qu'il pourrait faire une recherche, un clic, une candidature, un entretien, une embauche. De l'autre côté, les employeurs, les recruteurs seraient ravis si ça pouvait fonctionner comme cela. La réalité, c'est que c'est évidemment beaucoup plus complexe. Et même là, ce que je vous montre, c'est finalement encore plus complexe que ça. Parce qu'en fait, là, ça reste linéaire, mais en fait, c'est fait de beaucoup d'allers et retours. C'est-à-dire que je fais une première recherche, je me rends compte que les employeurs n'utilisent pas le même langage que moi, donc je vais changer les mots-clés que j'utilise pour voir d'autres offres d'emploi. Je me rends compte que ça ne me correspond pas tout à fait, je reviens en arrière, je trouve enfin quelques offres d'emploi qui me correspondent. Mais en fait, ce sont ensuite les entreprises qui me correspondent plus vraiment parce que je suis allé regarder les notes, les avis, tout le contenu qu'on me partageait. Je me rends compte que c'est pas la culture d'entreprise que je recherche, etc., etc. Donc, évidemment, ça continue de plus en plus dans le parcours. Il y a plein d'allers-retours, il y a plein d'étapes. Et il y en a une qui est hyper frustrante des deux côtés, mais principalement du côté du candidat. C'est cette notion d'attente, en fait. C'est-à-dire que je postule et je n'ai absolument aucune idée de où j'en suis dans le processus, en fait. Ce qui ne veut pas dire, et les professionnels de la fonction RH qui nous suivent, évidemment, ne nous contredira pas, qu'il ne se passe rien, loin de là. Mais il n'y a absolument pas de... C'est ce que vous appelez le trou noir, finalement, dans le schéma en bas. C'est exactement. Nous, on a identifié chez Indeed depuis assez longtemps deux problèmes.
et le problème, on l'appelle le trou noir principalement pour les candidats, c'est le fait pour les candidats de postuler et de ne absolument pas savoir où on en est du processus de recrutement. Et c'est le problème majeur quand on demande aux candidats, aux chercheurs d'emploi, quel est le problème qui vous pose problème, quel est le point qui vous pose le plus de problèmes dans votre démarche de recherche d'emploi, c'est cette attente. C'est cette attente avec cet énorme point d'interrogation. Et de l'autre côté, on va voir, en fait, c'est un petit peu le corollaire, c'est-à-dire que c'est un peu lié tout ça. De l'autre côté, c'est le fait que, côté employeur, on a un volume de candidatures qui est pas forcément, enfin de candidatures qui sont pas adéquats avec ce qu'on demande. Donc c'est à la fois un problème de quantité et de qualité. Parfois c'est soit l'un, soit l'autre. C'est la plupart du temps un peu des deux qui sont mêlés. Donc on n'a pas assez de candidats qui correspondent au poste et on a trop de candidats qui correspondent pas exactement à nos besoins. Avec évidemment, il faut pas oublier que beaucoup de recruteurs, d'employeurs continuent malheureusement à chercher le mouton à 5 pattes qui n'existe pas forcément, à être extrêmement exigeant, alors qu'ils pourraient être peut-être sans doute plus ouverts sur leurs critères de candidature. Et d'ailleurs, alors la contrepartie, bon, Indeed est une plateforme référente sur le marché avec du sourcing important, mais contribue aussi à la volumétrie. Absolument. Nous, notre mission principale, celle qu'on s'est donnée, c'est vraiment we help people get job. On aide les gens à trouver un travail et on essaie même de rajouter, on aide tous les gens à trouver un travail. Donc, c'est cette notion de diversité, d'inclusion qu'on essaie d'incorporer aussi dans nos solutions. Oui. Et effectivement, la réalité, c'est que avant l'invention de ces solutions, un candidat, il ne pouvait pas voir toutes les offres du marché. Maintenant, il peut voir absolument l'intégralité des offres du marché. Il peut voir tout ce qui pourrait correspondre à son profil, à ses attentes. Ouais. Et effectivement, on va pas se mentir, ça peut de l'autre côté créer un challenge côté employeur d'avoir un peu plus de candidatures. Ce qui nécessite aussi que les employeurs soient extrêmement attentifs à la gestion de la mise en ligne de leurs offres, de leurs campagnes. Ouais. Et Thibaut, d'ailleurs, Géraldine nous interpelle avec une excellente question. Est-ce qu'on a constaté davantage de ruptures pendant cette période, cette année et demie que nous vivons, toute particulière? Est-ce qu'on a constaté davantage de ruptures de période d'essai, notamment au regard des processus de recrutement, d'intégration à distance, avec le risque, c'est qu'il y ait incompréhension, on est dénaturé, perturber la réalité de l'exercice, la présentation du poste? Alors, j'ai malheureusement pas de données très précises à ce sujet. Je ne sais pas si vous en avez, vous Fabien. Ce que nous, on voit en revanche, c'est qu'il y a un peu plus d'attentisme de la part des... Thibaut, on a à nouveau une instabilité, pardon. La consultation des offres d'emploi est revenue. Ouais. Oui, c'est revenu, c'est bon. Alors moi, je suis revenu là. Je suis là, c'est bon? Oui, c'est bon, Thibaut. Désolé. Je disais, on a effectivement on n'a pas le chiffre, on n'a pas de chiffre précis sur les périodes d'essai, etc. Ça, c'est pas exactement ce sur quoi on se focalise nous. En revanche, on peut déjà voir avant ça, c'est-à-dire on voit déjà les offres d'emploi, elles sont revenues. En revanche, on voit que les candidats sont dans une forme d'attentisme depuis au moins le début de l'année. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de consultations d'offres d'emploi, mais peut-être que les volumes de candidatures sont moins élevés. Et donc, il y a d'abord parce que je pense que beaucoup ont des attentes sur les processus de candidature, etc. Puis il y a aussi une partie des candidats qui se disent, vu la situation actuelle, c'est malheureusement peut-être pas le moment de changer d'emploi. Et donc ça, c'est aussi une problématique, une nouvelle additionnelle, pour les recruteurs. C'est que finalement, le volume de candidats disponibles, malgré les chiffres de l'emploi, il n'a pas forcément augmenté terriblement. Claire nous demande d'ailleurs et relève, est-ce que cette période particulière a ou non incité les recruteurs peut-être à diversifier, à aller chercher des profils un peu différents, ou est-ce qu'à l'inverse, on a joué la sécurité avec des profils classiques, cœur de cible? Alors, moi, dans mon métier, je parle pas mal d'entreprises. J'ai le sentiment que, et ça fait partie de ma mission chez Indeed, c'est aussi de convaincre les entreprises de se rapprocher au maximum de candidats, et donc de tous les candidats. J'ai quand même franchement l'impression que les entreprises ont pris conscience que ce fameux mouton à 5 pattes tel que eux ils l'avaient défini, il n'existe pas forcément, et qu'il faut peut-être ouvrir en grand ces chakras pour aller chercher
chercher les candidats là où ils sont et peut-être aller vers d'autres horizons en allant chercher les candidats là où ils se trouvent, c'est-à-dire notamment sur Internet, sur différents supports. Donc j'ai le sentiment, je ne dis pas que c'est amorcé, je ne dis pas que tout le monde l'a fait, mais j'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience assez importante depuis depuis au moins le début de l'année dans les discussions. Voilà, comment on fait pour aller chercher ces talents qu'on n'adressait pas avant. Avant, on essayait d'aller chercher des gens qui étaient peut-être déjà en poste. Et en fait, maintenant, on ne peut plus trop se permettre parce qu'ils sont moins mobiles qu'ils ne l'étaient. C'est des généralités, hein, ce n'est pas forcément vrai pour tous les secteurs, pour tous les métiers. Mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai dans mes discussions au jour le jour avec les différentes entreprises. Alors, on va continuer à regarder le processus tel que finalement on le constate sur le marché avec finalement une accroche là qui est la vôtre, c'est le recrutement, c'est lent et onéreux. Absolument. Si on prend encore une fois, ça reste une généralité, mais ce qu'on voit en France et dans le monde, ça c'est peut-être la bonne nouvelle, hein, c'est que c'est pas que chez nous, c'est que le recrutement, c'est relativement lent et c'est relativement onéreux. C'est-à-dire que sur la partie le temps, je pense que ceux qui font du recrutement au jour le jour se reconnaîtront probablement dans la petite citation qui est en bas. Donc, on jongle avec différentes messageries, différents systèmes pour courir après les candidats. Ah, Thibaut, on a des recrutements qui, les 32 jours, est-ce qu'on m'entend là? Moi, j'ai pas de… C'est bon, Thibaut, c'est bon. Les 32 jours, oui, les 32 jours que vous définissez comme étant… les 32 jours, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui, d'accord. Et parce qu'on le voit pour les process de recrutement dans les grandes entreprises, c'est-à-dire très au-delà. Vous citez le chiffre… Alors exactement, on peut monter jusqu'à plus… Allez-y Fabien, je vous laisse parler. On a une petite instabilité de connexion, Thibaut, mais… Je crois que décalage, j'ai l'impression. Ouais, allez-y. Non, effectivement, ça peut aller beaucoup plus au-delà des 32 jours. Plus l'entreprise est grande et plus le profil recherché est pénurique. Ça peut évidemment, c'est évident. Et donc, on peut monter à plus de 90 jours pour certains délais de recrutement. Entre eux, j'ai un besoin et j'arrive à recruter la personne que j'avais envie de recruter. Avec donc de forts volumes à traiter. Ouais. Vous l'avez déjà mentionné, Fabien, de forts volumes à traiter pour chaque entreprise. Le problème du trou noir côté employeur, qui est en fait, les postulants, ils ont pas, ceux qui viennent me voir directement, ils n'ont pas toujours les compétences requises. Et tous ces problèmes additionnés, ça fait que les recrutements peuvent être extrêmement chers, y compris pour des fonctions de base. Et le plus crève-cœur, je pense, c'est ce dernier point. C'est le fait que ça veut dire qu'il y a en France énormément de postes qui sont non pourvus. Et il y a, chaque année, on estime qu'il y a un peu plus de 100 000 offres d'emploi, en fait, des recherches qui sont abandonnées par les employeurs. Les employeurs qui simplement décident de ne pas recruter parce qu'elles n'ont pas réussi à recruter. Alors que le besoin, elles l'ont encore. Elles se disent, je vais me débrouiller autrement. Je vais surcharger potentiellement des collaborateurs. Je vais augmenter le périmètre de certains des collaborateurs. Ça, c'est vraiment le problème de ces recrutements lents et onéreux, c'est de la perte d'opportunités des deux côtés. Ouais, et puis c'est un sujet sociétal aussi, c'est un sujet pour les politiques. Alors vous, en tant que fournisseur de solutions et de plateformes, vous contribuez. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez analysé, je crois, en détail, finalement, ce qu'étaient les temps consommés. Alors peut-être pas sur le marché français, je crois. Non, absolument. On a fait, aux États-Unis, on a un service qui s'appelle Indeed d'ailleurs, qui est un service bout en bout de recrutement. Et en fait, ils se sont posé la question de regarder, vraiment de quantifier. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. On a chez Indeed, oui. On est profondément data-driven, comme on dit en bon français, donc dirigé grâce à des données concrètes. Et ce que nous, on se dit tout le temps, c'est si on peut le mesurer, alors on peut l'améliorer. Et donc, c'est exactement l'exercice qui a été fait. On n'est évidemment pas les seuls à faire ça, pas les seuls à avoir ce motto, mais disons que ils se sont amusés à regarder, enfin pas amusés, ils se sont amusés à quantifier chacune des étapes, chacune des tâches
qui font partie d'un processus de recrutement côté employeur, de créer la réquisition jusqu'à la publication de l'offre. Et entre les deux, il faut souvent l'écrire, l'offre d'emploi, la recherche passive de candidats, l'examen des CV, la prise de contact avec des candidats, les premiers entretiens téléphoniques, donc notamment les présélections, les entretiens en eux-mêmes, éventuellement lorsqu'on est du côté staffing, l'envoi des profils aux clients, etc. Et jusqu'à la fin qui est je vous fais une offre, je fais une offre au candidat et il faut que j'obtienne la signature. Ça, on le sait, il y a beaucoup d'abandon de candidature, même à ce moment-là. C'est-à-dire, j'ai déjà fait une offre, à ce moment-là, j'entends plus rien côté candidat. Donc, ça existe aussi. Et donc, on voit un petit peu que c'est notamment en amont que beaucoup de choses se passent et surtout beaucoup de temps. Et si on regarde, c'est pas forcément là où il y a le plus de valeur ajoutée. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce que vous appelez, quand on regarde les deux postes les plus consommateurs de temps, donc présélection téléphonique, et ça fait écho à la réflexion de la personne qui doit contacter 60 personnes dans la journée, mais je vois l'autre item qui est les examens passifs des profils. Qu'est-ce que vous appelez cet examen passif? C'est quelle phase? Ah, on s'est perdu, Thibaut. Alors, je vais continuer à regarder avec vous. Mon cher Thibaut, parce que la suite de vos analyses, et je vous laisse vous reconnecter, sinon je vais vous appeler en parallèle, la suite de l'analyse montre que la phase pourtant la plus importante, et c'est ce sur quoi vous arriviez, cher Thibaut, c'est la phase de l'entretien. Et donc, la question, c'est de réinvestir le temps sur l'entretien, qui est donc cet élément majeur de notre relation. Et alors, Thibaut a été perdu, Thibaut a été déconnecté. Donc, on va continuer à le dérouler le temps qu'il se reconnecte. Je suis désolé, c'est des choses qui arrivent. C'est aussi l'une des difficultés. C'est aussi une difficulté à laquelle peuvent être confrontés les recruteurs dans le distanciel, dans ces phases de recrutement. Et un des chantiers de LinkedIn a été aussi de travailler sur finalement la sécurisation, l'automatisation et le gain de temps pour se consacrer finalement à la valeur ajoutée qui est celle de l'entretien. Voilà, on a retrouvé Thibaut. Toutes mes excuses, évidemment. Tous les tests qu'on avait fait fonctionnaient, mais c'est quand on est dans live que ça ne fonctionne plus. C'est aussi la vie. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que la phase la plus importante identifiée, c'est l'entretien, au-delà du CV. Absolument, c'est ce que vous disiez, l'interrogation que vous aviez en introduction, Fabien, c'est ce côté, la remise au centre du processus de recrutement de l'humain, c'est évidemment l'entretien d'embauche. C'est là où on a le plus d'interaction, c'est là où on peut aller au-delà du CV pour un employeur, au-delà aussi de l'offre d'emploi pour côté candidat. Donc c'est là où il y a le plus d'échanges de qualité. Et le plus d'humain dans le processus dans le recrutement. Ouais. Et alors Thibaut, vous avez travaillé là-dessus, vous, chez Indeed? Absolument. Nous, on a une c'est notre proposition, c'est notre réponse à ça. En fait, on se rend compte que tout ce temps qui pourrait être économisé, en fait, on se rend compte qu'on peut automatiser certaines étapes en fait du recrutement. Vous l'avez compris, c'est plutôt en haut. La partie présélection, la planification des entretiens, et puis cette communication avec les candidats. Oui, il y a une question que j'avais posée tout à l'heure, mais on s'est perdu. Je demandais ce qu'était l'examen passif des profils, et Virginie me rappelle à la question. L'examen passif, c'est-à-dire c'est vraiment on regarde des profils qu'on a déjà en fait, qui n'ont pas forcément postulé. Donc on n'est pas encore dans une phase où on fait de la sélection extrêmement active. On regarde des profils de manière assez passive. Et en fait, je pense que certains recruteurs s'y retrouveront. Ça nous arrive souvent de regarder tout un tas de profils, de regarder l'offre d'emploi et pour se dire en fait c'est quel type de profil qu'il va me falloir. Même avec l'offre d'emploi, en fait, on n'a pas encore d'idée du profil réel dont on a besoin. Et c'est en regardant des profils existants de manière assez passive qu'on peut se rendre compte du besoin exactement qu'on a.
Ouais, je vous renvoie à la remarque que vous faisiez, Thibaut. À un moment, il faut objectiver, il faut mesurer. Est-ce que vous avez quantifié ce que peut être le gain en temps, évidemment? Absolument. Nous, ce qu'on a vu, c'est encore une fois, en automatisant une partie de ce processus, donc ce qui est automatisable à notre sens avec les outils qui sont à notre disposition actuellement et en mettant d'autres à disposition. En gros, on pourrait gagner jusqu'à entre 6 et 9 heures par recrutement, par poste. Ce qui est non négligeable parce qu'encore une fois, si on considère, alors soit c'est du temps qu'on peut passer pour recruter encore plus, soit c'est du temps qu'on peut passer avec les candidats. On est bien d'accord, hein, la réalité, c'est que si les entreprises pouvaient démultiplier leurs recruteurs, on arriverait probablement à faire beaucoup plus. Mais là, l'idée, c'est en passer plus de temps avec les candidats et d'économiser du temps là où c'est possible. Et donc, c'est nous, notre estimation, c'est entre 6 et 9 heures et ça peut aller beaucoup plus les postes sont complexes et en fait, et plus c'est là où il y aura de gains de temps. Bon, alors vous l'avez traduit en productivité, bon, c'est incitatif, mais c'est un indicateur. C'est un indicateur, effectivement, donc on n'a pas peur, c'est vraiment le reflet de notre expérience. Évidemment, c'est extrêmement variable parce que les profils sont variables, même entre 6 et 9 heures. Hein, c'est évidemment c'est vraiment une variation, un delta qui est assez important. Mais en gros, effectivement, ce qu'on voit, c'est que en automatisant encore une fois les tâches qui peuvent l'être, ça c'est vraiment important, c'est ces tâches relativement répétitives qui, à notre sens, et je pense que voilà, les recruteurs se retrouveront là-dedans, c'est pas celles qui ont le plus de valeur ajoutée. On préfère passer du temps à voir les candidats plutôt qu'à éplucher les CV ou même à mettre en ligne des offres d'emploi à tout va. Alors, on l'a dit, l'élément majeur, l'entretien. Comment est-ce qu'on optimise l'entretien? Alors, il y a ce qu'on a vécu depuis un an, c'est-à-dire que l'entretien, il s'est quand même largement virtualisé. Alors ça, on va le voir peut-être après, mais il s'est virtualisé, mais finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire que pas tant que ça. Finalement, on a utilisé des outils qui existaient déjà, en fait. Donc, on va le voir après, mais c'est-à-dire qu'on a simplement utilisé, là, on est sur Livestorm, peut-être certains d'entre vous ont utilisé Teams, Zoom. Zoom, oui. Ah oui, Zoom. Et là, on a perdu Thibaut quand on a dit le mot Zoom sur Livestorm. Quand on a parlé de Zoom, voilà. Livestorm n'est pas content. Je suis revenu. Bon. Parfait. Donc, ce qu'on voit, donc c'est une solution qui s'appelle Indeed Recrutement, qui vient d'être lancée dans les dernières semaines chez Indeed. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut automatiser la première partie. Donc, évidemment, une partie qui existe déjà, on peut évidemment mettre en ligne ces offres d'emploi. Ensuite, il y a cette étape de la présélection. Donc là, nous, on fait un pari, c'est le pari de se passer en très, très grande partie du CV. C'est-à-dire que pour chaque poste, on peut objectiver, c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, Fabien, on peut avoir 1 ou 2 critères ou plus. Et on dit ça, c'est indispensable pour que quelqu'un puisse postuler. Je veux qu'il ait évidemment tel ou tel diplôme ou telle certification ou permis, ça c'est le plus évident, telle ou telle nombre d'années d'expérience, etc. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on peut planifier les entretiens. Donc ça c'est simplement avoir 2 calendriers, celui du candidat et celui des recruteurs, et permettre au candidat de choisir quand est-ce qu'il a envie de venir vous voir. Et puis ensuite, tout intégrer dans une solution pour que la communication, on revient à ce qu'on disait à l'instant sur les solutions, se fasse aussi dans une seule et même plateforme. Encore une fois, après, ça vous permet de passer, vous, plus de temps en entretien. Donc, on amène des entretiens et les candidats qui vont avec pour que vous puissiez passer du temps avec vos candidats. Et évidemment, l'étape ça ne s'arrête pas, bien sûr. Il faut continuer à faire des offres à vos candidats, probablement à leur courir après pour obtenir des signatures, et puis toute l'intégration dont on parlait tout à l'heure. Oui, Valérie nous demande d'ailleurs, l'automatisation dont on parle, est-ce que ça inclut un traitement algorithmique, par exemple, dans la sélection, dans le tri ou pas? Alors là où non, c'est pas ça qui est pris en compte. Là, c'est vraiment il y a des offres d'emploi que vous allez diffuser. Donc, évidemment, il y a la partie algorithme de notre support ou d'autres supports, hein, de n'importe quel moteur de recherche qui va privilégier certaines offres d'emploi plutôt que d'autres et donc va faire venir certains candidats plutôt que d'autres.
mais ça n'est justement, ça ne va pas jusqu'à éliminer les candidats avec un algorithme. Et c'est d'ailleurs un point hyper important, puisque dans l'intitulé, on parlait aussi d'être éthique, équitable. Ouais. C'est aussi ça, c'est-à-dire que la raison pour laquelle parfois il y a ce trou noir, c'est qu'on ne sait pas qui va nous on reçoit une réponse, on ne sait pas si c'est une machine qui nous a répondu. Voilà, non, désolé, votre profil ne nous intéresse pas. On n'a aucune idée de savoir si c'est une machine ou si c'est un être humain qui nous a envoyé une réponse. Là, l'idée, c'est je vois une offre d'emploi en tant que candidat, je réponds à une série de questions que l'employeur a déterminées, et tout de suite après, par contre, je vais savoir, OK, là, c'est bon, j'ai rempli ces quelques critères qui me permettent de passer à l'étape suivante, qui est celle de l'entretien. Et pensez dans toutes vos organisations, dans toutes vos entreprises, je suis sûr que vous avez au moins un exemple d'une personne qui, si elle avait postulé par la voie, on va dire, traditionnelle, c'est-à-dire déposer son CV, un recruteur qui lit son CV et qui décide ou non de le prendre, pensez à une personne au minimum dans vos organisations qui, si elle était passée par ce canal traditionnel, n'aurait jamais passé la première étape. Il y en a forcément, parce que finalement, il a été recommandé, il y a eu de la cooptation, et là, ça a fonctionné, parce que quelqu'un vous a dit, prends-le, parle-lui, tu vas savoir tu vas comprendre pourquoi je parle. Ça, c'est ce qu'on essaye de généraliser avec ce principe de présélection. D'accord. Je vous laisse dérouler le processus. On arrive où ensuite? Après ça, on arrive donc à la planification. Donc, je l'ai dit, hein, on choisit le candidat va choisir, selon la disponibilité du recruteur, va choisir une plage horaire qui est déterminée encore une fois par l'entreprise, par l'employeur, pour pouvoir passer directement à l'étape de l'entretien. Et là, éventuellement, il peut y avoir un CV. Je précise, parce que là, à ce moment-là, on peut avoir un CV qui sert de support de discussion. Dans notre préparation, Fabien, on en avait pas mal. Oui, on en avait pas mal. Thibaut, oui, on en avait parlé. Voilà. C'est pas qu'on n'y croit plus, mais en tout cas, on pense qu'il est… Le CV, oui. On a des petites interruptions, Thibaut. Oui, le sujet, c'est le CV, l'éventuelle disparition. Il est resté dans le process, y compris dans le process que vous proposez à vos clients. Il n'est plus forcément le passage obligé. D'ailleurs, on fait le lien, Thibaut, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais avec le parallèle. Je vous entends. Ouais, le parallèle que vous faisiez avec ce consommateur, finalement, on lui facilite la vie. L'exercice obligé, un peu standardisé du CV, n'est plus l'alpha et l'oméga de la démarche de recrutement. Thibaut, vraiment pousser la comparaison jusqu'au bout. Ouais. Moi, je vous entends parfaitement. Allez-y, Thibaut, allez-y. Thibaut. Ouais, et c'est moi qui vous entends plus là. Moi, je vous entends. Si on pousse le parallèle jusqu'au bout avec le e-commerce. Oui. Allez-y, Thibaut. C'est marqué que tout va bien. Donc, bon, alors allez-y. On m'entend là ? Oui, c'est bon. Oui, pardon. Je disais si on pousse au bout la comparaison, on se rend compte qu'effectivement, plus les processus sont compliqués, c'est-à-dire plus on demande d'informations au candidat, moins il va jusqu'au bout du processus. Donc, plus il y a d'étapes. Et si je reviens au début de ma carrière, c'est exactement la même chose avec les consommateurs. Ouais. Pensez à l'achat en un clic versus je dois me créer un espace client, je dois vérifier mon adresse email, je dois rentrer mes coordonnées bancaires, etc., etc., etc. C'est exactement la même chose. L'abandon de panier qu'on voit dans les sites e-commerce, il existe chez les candidats. C'est l'abandon du processus de candidature. Et en fait, en ayant cette réponse immédiate, oui ou non, est-ce que je vais avoir un entretien, on garde le candidat, et notamment les candidats de qualité, plus longtemps dans nos processus. Oui. Alors, et c'est là que l'entretien virtuel peut être un élément, mais avec le risque quand même dans l'entretien virtuel de perdre une partie de l'entrée en relation. Et on a dit à quel point ce moment était un moment phare de la rencontre. Absolument, c'est un risque, mais d'un autre côté, si on a un candidat à qui on a dit tout de suite, tu peux venir en entretien, tu choisis l'heure de ton entretien, on a vraiment la possibilité de le conserver. Je vais juste dérouler un tout petit peu. En gros, comment ça fonctionne, et on va comme ça arriver à la partie partie visio. En gros, c'est 3 blocs en fait. C'est la partie automatisation, j'en ai déjà parlé. C'est la partie entretien dont vous veniez de parler, Fabien, qui c'est justement d'avoir une plateforme qui est dédiée à ça. Et on sait à quel point, je pense, beaucoup d'entreprises se sont rendues compte à quel point il y avait un niveau d'agilité très important avec les entretiens virtuels. Et c'est aussi
un gain de temps et des économies des deux côtés. Pensez à tous les candidats qui doivent peut-être se déplacer, faire un petit bout de chemin pour venir vous voir, versus, bah voilà, je suis dans le confort de mon salon ou de mon bureau pour pouvoir passer un entretien. Et évidemment, encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est la donnée, donc c'est pouvoir suivre en temps réel où vous en êtes. Donc j'ai déjà parlé de l'automatisation avec ce principe de questions, donc qui sont assez simples et qui nous amènent effectivement à cette étape. Donc c'est-à-dire que l'étape de l'entretien, là on va pouvoir passer du temps avec le candidat, on va pouvoir éventuellement se servir du CV comme support de discussion, alors qu'il n'a pas été un critère de sélection pour arriver à l'entretien. Et oui, il y a un risque, on le voit bien, entre le nombre d'inscrits à un webinaire et le nombre de personnes qui peuvent venir. Il y a toujours un risque avec le virtuel. Exactement. Oui. Est-ce qu'on a des éléments qualitatifs? Est-ce qu'on a sondé ce que vivaient les candidats et en clair, est-ce qu'ils adhèrent ou pas à la virtualisation de l'entretien lui-même? Alors, on l'a sondé des deux côtés. C'est-à-dire que côté candidat, on pose la question aux candidats, on leur dit, par rapport à notre solution, mais on leur dit, est-ce que ça, on leur pose la question à chaque entretien, est-ce que l'expérience a été positive? C'est plus de 9 cas sur 10 jusqu'à présent, et cette solution, on a commencé à la tester depuis en 2020. Donc maintenant, on a suffisamment de recul. Dans plus de 9 cas sur 10, les candidats, ils nous disent que ça leur a, l'expérience est agréable. Enfin, ils voient pas de problème particulier dans l'expérience. C'est une expérience positive du processus de recrutement et de l'entretien. D'accord. En revanche, ça ne met pas, enfin, la formulation de la question, c'est est-ce que vous avez vécu un moment positif, ça s'est bien passé? Ça n'est pas la mise en regard. Est-ce que vous auriez préféré un entretien physique à un entretien virtuel? En effet, c'est effectivement la limite de la question. La réalité, c'est que ceux qui auraient préféré un entretien physique, ils nous l'auraient dit assez clairement. Absolument. Ouais. Alors, il y a peut-être aussi le côté l'émission dans l'environnement. Vous disiez, je fais ça depuis mon salon, un bureau. Est-ce que c'est un sujet qui est posé par les candidats ou pas, le fait que cette rencontre se fasse dans un lieu qui n'est plus tiers, qui est virtuel, mais finalement, le recruteur voit. Alors, je pense que c'est un sujet pour tout le monde, parce que les recruteurs aussi. Exactement. Sanitaire. Nous, on continue à faire un job tour en France par région. On a fait un dans la région en fin d'année 2020 en région sud, enfin PACA, et puis plus récemment vers Lille, où sur l'espace d'une journée, on a des milliers d'entretiens qui se font avec plein d'entreprises. Et avant ça, évidemment, on a un gros travail à faire et on continuera à le faire, d'éducation, d'information à l'endroit des salariés, des futurs collaborateurs ou des candidats, pour leur dire finalement, ça change pas grand-chose, à part le fait qu'ils ne pourraient pas se déplacer, mais il faut un minimum de tenue, de présence, d'élocution, de ce que vous voulez, mais ça change pas grand-chose. C'est pour ça que nous, on a créé une solution qui est dédiée à l'entretien, ce qui fait que d'un point de vue recruteur et d'un point de vue candidat, on a l'impression quand même d'être, pas simplement de se connecter justement à un Zoom ou un Teams, et on espère que ça va pas couper du coup, mais en tout cas, l'idée, c'est de créer une expérience qui je suis dans un entretien d'embauche. Et c'est ça aussi la limitation d'utiliser les outils existants. Oui, la limitation d'utiliser les outils. Quelque chose parce qu'on est le recrutement virtuel. Oui. Est-ce que la virtualisation de ces entretiens de recrutement, est-ce qu'elle a la même valeur pour tous les métiers? Est-ce qu'on n'est pas là sur un terrain naturel pour les métiers du tertiaire, les métiers de service? Est-ce que vous, dans l'expérience, dans ce que vous constatez, y compris dans le degré de satisfaction, il y a un lien avec le métier à exercer, le poste recherché? Je pense que très clairement, pour les métiers du tertiaire que vous mentionniez, c'est très évident en fait. C'est évident que c'est possible de le faire, d'abord parce que c'est possible d'exercer son métier très souvent en télétravail. Donc a priori, on peut aussi faire le processus de recrutement. Sur le job tour dont je vous parlais à l'instant, on avait plein de métiers dans la location de voitures, le Club Med a participé, des entrepôts de logistique. Donc ensuite, des métiers qui vont être des métiers de présence physique. Et donc, clairement, on constate que d'abord, les entreprises, elles ont pris le pas. Ça leur permet de
d'avoir un reach, donc de parler à beaucoup plus de candidats et donc de faire une sélection qualitative bien plus importante. Ouais. Et donc, clairement, il n'y a pas on voit pas, il y a encore un travail à faire, je pense, pour convaincre certains secteurs d'activité. Il y a effectivement un fit naturel entre le secteur tertiaire, les métiers de la tech, etc. Mais c'est tout à fait adaptable. Nous, on le voit pour les métiers même de la santé, être soignant infirmier ou de la logistique, chauffeur-livreur, préparateur de commandes. C'est absolument possible. Quid d'ailleurs, vous êtes une entreprise mondiale, quid de l'appropriation? Est-ce qu'il y a selon les pays, il y a des, je sais pas, des biais culturels? Est-ce que de ce point de vue, en France, on est dans une situation particulière ou pas par rapport à ce que vous constatez ailleurs dans le monde dans la virtualisation de cet entretien? Alors, je pense que quand on est français, on a toujours une vision assez négative de l'adoption de nouvelles solutions, de nouvelles tendances des Français. La réalité, on l'a dit, des entreprises qui étaient très récalcitrantes au télétravail, quand elles ont été forcées, elles l'ont fait et elles vont continuer à le faire en collaboration en concertation, avec leurs collaborateurs. Donc, on ne trouve pas de différence significative. Si ce n'est que peut-être là, on a plus forcé la main de certains employeurs en France qu'on ne l'a peut-être fait. Quand je dis on, le marché, la situation actuelle, Indeed ne force la main de personne, mais sur ce sujet-là. Donc, oui, on perçoit peut-être plus de réticence, mais encore une fois, c'est peut-être, on a aussi des biais quand on est français, quand on juge les entreprises françaises. Quand je parle à mes collègues au Royaume-Uni, en Allemagne, il y a à peu près les mêmes réticences. Voilà, donc, peut-être moins aux États-Unis, mais en tout cas, de ce côté-là de l'Atlantique, c'est à peu près les mêmes. On a l'impression que c'est les mêmes réticences qui sont de la part au moins des employeurs. Et Thibaut, la suite, quelle sera la prochaine étape? Est-ce que finalement le mouvement est inéluctable et le mouvement va continuer à s'amplifier? Est-ce qu'on va retrouver, selon vous, là c'est compliqué, vous n'êtes pas oracle, mais c'est intéressant de voir ce que sont vos anticipations entre le caractère réponse à la crise. Alors, on n'a vraiment pas mis ça en place en réponse uniquement à la crise. C'est-à-dire que c'était des solutions, des outils. D'abord, il en existait déjà sur le marché, des solutions d'entretien notamment virtuelles, des plateformes d'entretien virtuelles. Donc ça, c'est pas une réponse uniquement à la crise. On pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à condenser, à fusionner plusieurs étapes de la candidature pour être, je consulte une offre d'emploi et un entretien d'embauche, encore une fois, avec cette automatisation de la présélection, et la demande du marché. Donc, il y a vraiment une… En tout cas, c'est un mouvement qui peut tout à fait continuer post-crise. Il est extrêmement pertinent maintenant, et peut-être dans les mois qui suivent, mais il continuera à l'être dans le futur, parce qu'encore une fois, il permet de répondre à cette frustration des candidats et à cette frustration de ne pas passer assez de temps avec leurs futurs talents. Alors, sur ce marché dont on dit qu'il restera tendu dans bien des secteurs sur le marché du recrutement, on rentre dans une phase où, alors, il va y avoir le petit attentisme de l'été. C'est quoi la situation du marché aujourd'hui? Alors, l'horizon se dégageait sur le plan sanitaire. Alors, il reste des incertitudes avec Delta. On verra ce que ça deviendra. Quid, quelles seraient les recommandations, les stratégies des entreprises que vous pourriez, conseiller aux entreprises du marché français qui nous écoutent au regard de la période? On va rentrer dans une période de mise en sommeil. C'est quoi les préconisations, les recommandations? Juste ça, c'est… Thibaut, je vous Cette période estivale, elle est toujours très intéressante. Oui. Moi, je vous entends bien. Non, c'est bon, allez-y. C'est bon. Okay. Je disais, cette période estivale, elle est toujours très intéressante en France. On a une période estivale qui est assez marquée en Europe du Sud et en France notamment. Ouais. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une reprise très forte sur certains secteurs d'activité, donc ce qui a commencé bien sûr avec l'hôtellerie et la restauration pour des raisons évidentes. Tous les autres secteurs ont repris. Le volume d'offres d'emploi, il est revenu à des niveaux de février 2020, donc on est revenu, voire même donc on est vraiment revenu et on est revenu à des niveaux comparables. Il y a toujours un petit décalage. Oui, mais c'est bon, allez-y Thibaut. On est revenu à des niveaux comparables. Je disais par contre, absolument. Et en revanche, ce qui se passe, c'est que l'été,
il y a toujours ce décalage entre les candidats et les entreprises. Et notamment, il y a un phénomène de mise en sommeil du recrutement l'été qui n'est pas valable chez les candidats. Donc, même si vous parliez d'attentisme candidat, c'est pas toujours, ça va pas forcément durer très très longtemps. Et on voit souvent que l'été, les candidats reviennent bien avant les offres d'emploi. Donc, ils reviennent, ils prennent pas tant de vacances que ça, alors que les entreprises, elles, prennent des vacances et remettre en route leur campagne de recrutement à partir de la fin août, alors que les candidats, ils sont déjà là, revenus dans leur veille du marché assez tôt. Donc, clairement, nous, on pense qu'il y aura une prime, il y a toujours une prime à ceux qui sont les first mover advantage, comme on dit en français, encore une fois. Je mets mes campagnes de recrutement en avance pour capter ces candidats qui redeviennent un peu actifs parce que la période estivale est une période propice au questionnement. Donc, ne pas négliger la fenêtre de tir c'est quoi? C'est fin août? Nous, clairement, on voit que le 15 août, c'est la fin des vacances. C'est la fin des vacances dans notre trafic, dans nos consultations d'offres d'emploi, etc. Clairement, je ne vais pas vous dire que je peux faire de la prospective à 100%. La période qu'on vit est très compliquée mais on l'a vécu l'année dernière et évidemment les années précédentes. Donc, la période estivale, elle est marquée, mais les candidats, ils reviennent activement à partir du 15 août. Consultation d'offres d'emploi, candidature, mise à jour ou ajout de CV sur Indeed. Je partage avec vous une question qu'on n'a pas abordée, qui est la question posée par Marion tout à l'heure, qui dit, lorsqu'on parlait de prise de conscience et de transformation aussi du point de vue des recruteurs, elle dit la prise de conscience des recruteurs ne se fait pas encore, ou peut-être pas encore suffisamment, car les recrutements se font beaucoup dans l'urgence, qui fait écho quand même à ce qu'on se dit depuis le début de cet entretien. Pas le temps de former, pas de temps à perdre, gros besoin d'opérationnalité. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Oui, absolument, on voit que je pense que je n'ai jamais parlé à un recruteur qui n'était pas débordé. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais vu un recruteur qui me disait pas qu'il avait des demandes permanentes. Même finalement au pire de la crise sanitaire, les recruteurs, ils avaient du travail. Donc je partage le constat. Il y a effectivement beaucoup d'urgence, mais aussi encore une fois, si je veux revenir à ce qu'on disait, probablement encore parce qu'il y a beaucoup de tâches qui ne sont pas encore automatisées et on n'a pas le temps on passe pas suffisamment de temps avec ces candidats. Donc je partage totalement le constat. C'est beaucoup dans l'urgence. Et malgré ces urgences, les délais sont très longs. Oui. Et donc, c'est le paradoxe. Et c'est là que l'automatisation est une réponse éventuelle pour desserrer les taux. Absolument. C'est une réponse possible pour présélectionner les candidats selon leurs critères à eux, les critères des employeurs et ceux des candidats, pour pouvoir, encore une fois, passer plus de temps avec les candidats, qui va peut-être vous permettre aussi de ne pas avoir à former, parce que si vous avez le bon candidat et si vous avez vraiment pu le tester en entretien, vous n'avez peut-être pas même si on est encore, on le sait, il est extrêmement important. Ouais, on est encore confronté aux aléas techniques. On a à peu près réussi à tenir jusqu'au bout. Je pense que nous n'avons pas oublié de questions. Peut-être un mot, Thibaut, en forme de conclusion. Si nos amis veulent aller plus loin dans la découverte des outils pour éventuellement tester, on les renvoie vers où? Alors, je vais vous mettre ça tout de suite, un petit lien vers un formulaire qui vous permettra de je ne sais pas pourquoi j'ai coupé ma caméra, mais qui vous permettra de prendre contact avec nous si jamais vous voulez en savoir plus sur cette solution. Je vais la poster tout de suite. Il faut que je fasse poser une question, c'est ça, Fabien? Voilà, exactement. Vous faites poser une question. Donc, vous n'hésitez pas, je viens de le mettre dans le chat, vous n'hésitez pas à remplir ce petit formulaire et on le voit. Moi-même ou mes collègues, on pourra prendre contact avec vous et si vous voulez aller plus loin sur cette solution pour vous expliquer plus en détail notre réponse. Mais en tout cas, j'espère que ça vous donne une petite idée déjà de ce que nous, on pense de l'état du marché. J'espère que vous partagez en partie nos constats ou vous les vivez même peut-être au jour le jour.
Et ce que vous avez très bien expliqué depuis le début, c'est qu'il y a une situation, il y a des attentes, il y a une transformation des attentes et il y a la proposition qui est la vôtre, qui est celle d'Indeed, de répondre pour essayer d'optimiser un peu tout ça et de fluidifier finalement, parce qu'on parle du coût de la démarche de recrutement. On n'a pas évoqué le coût, mais je pense que tous les recruteurs connaissent. Le coût ultime, c'est le mauvais recrutement. Absolument. Dont les coûts sont incommensurablement plus importants. Et en fait, les coûts varient beaucoup. Alors parfois, on se dit, on fait des économies parce que, oui, on fait un mauvais recrutement, mais sur le recrutement de remplacement, on a quand même fait de la présélection. C'est vraiment voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Et effectivement, les chiffres varient beaucoup, donc c'est compliqué. Ça dépend des postes, ça dépend des enjeux de l'entreprise. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier qu'un recrutement raté, ça coûte évidemment bien plus cher que peut-être avoir reçu plus de candidats en entretien. Lui-même, cet échec de recrutement et puis cette non-production de valeur qui était attendue par l'organisation. Absolument. Voilà. Eh bien, écoutez, mon cher Thibaut, merci d'avoir affronté les aléas techniques. Mais finalement, on a réussi à tenir ça jusqu'au bout. Absolument. Merci beaucoup, Fabien. Merci à vous. Et désolé pour les aléas techniques, effectivement. Et évidemment, le replay est à votre disposition. On est à votre disposition aussi, et les équipes d'Indeed, pour vous apporter davantage de précision. Et puis surtout, on va continuer ensemble dans les mois qui viennent à explorer tous ces grands mouvements sur le marché du recrutement, toutes ces tendances naissantes. On verra si se conforte cette anticipation d'une virtualisation devenue plus structurelle. Et puis petit à petit, peut-être qu'on pourra constater dans les années qui viennent un raccourcissement des délais dans le sens… On l'espère en effet que pour tout le monde. Et je vous ai mis en plus un petit lien vers le Hiring Lab, qui est notre institut d'études économiques et qui publie régulièrement notamment les chiffres des offres d'emploi disponibles sur Indeed en France et en Europe pour un peu anticiper et voir un peu la reprise. Donc, je vous l'ai mis en plus, parce que ça correspondait assez bien à ce que vous disiez, Fabien. Et là, c'est la contribution qui est la vôtre, finalement, au débat, à la compréhension du marché et à l'appropriation de ces grandes tendances. Merci beaucoup, cher Merci, Fabien. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour d'autres aventures. Merci à tous. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir, merci.